Merci beaucoup de cette première vue de l'intérieur et des réflexions qu'elle vous inspire. Charles de Courson, je vous passe la parole. Alors, je parlerai uniquement en mon nom personnel. Et quand on examine un malade, il faut pas faire un diagnostic avant de poser des problèmes. Or, la chose, je pense, la plus grave est qu'une partie croissante de l'opinion publique française s'interroge sur la capacité d'un système démocratique à faire face aux principaux défis que notre pays doit affronter. Ces interrogations, elles se traduisent de plusieurs façons. Forte montée de l'absentisme. Quand vous pensez aux dernières élections législatives, il y a eu 47% en moyenne de participation au premier tour et 43% de mémoire au second tour. Et puis la montée des extrêmes. Jamais le pays depuis 40, 50, 60 ans n'a connu une telle montée des extrêmes. L'extrême droite, des différentes extrêmes droites et l'extrême gauche, qui sont devenus majoritaires parmi ceux qui viennent encore voter. Alors, quand vous avez des 43% de citoyens qui viennent voter et que l'ensemble des deux partis extrêmes, l'extrême gauche et l'extrême droite, font plus de 50% des électeurs, on voit qu'on est vraiment... Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. La vraie question, c'est pourquoi une telle évolution qui n'est pas... cette évolution n'est pas récente, elle s'est accélérée, mais elle est ancienne, puisqu'on le voit depuis 20 à 25 ans se détendre. Alors moi je crois qu'il y a plus grand nombre. Et je voudrais parler pas uniquement de la crise démocratique au sens politique. Il y a une crise démocratique sociale, sur laquelle je reviendrai, car on parle de l'abstention aux élections politiques, on pourrait parler de l'abstention aux élections des corps intermédiaires. Prenez les chambres de commerce. Vous savez quel est le taux de participation? Il est moins de 10%, 5, 6, 7%. Et donc, par exemple, on parle toujours des syndicats de salariés, mais prenez les syndicats d'employeurs. Quand il y a des votes, c'est des votes hyper minoritaires, à tel point qu'une partie chaleureuse du moi, sur l'obligation de patronat, ne représente pas. Et vous avez le même phénomène dans les représentants des salariés, tant du public que du privé. Il y a une baisse constante du nombre d'adhérents, c'est central. Grâce à la réforme des retraites, d'ailleurs, ils ont trouvé un petit peu d'air. Mais il y a une baisse continue. Et plus grave, quand on discutait avec les responsables nationaux et locaux des syndicats, y compris le patron, de plus en plus de mal à trouver des personnes qui s'engagent pour s'occuper des intérêts collectifs, des entreprises, des salariés, enfin que sais-je. Et on le voit même au niveau local. Moi, j'adore citer l'exemple de l'un des arrondissements de ma circonscription. Il y a 110 communes. Eh bien, aux dernières élections municipales, qui sont toujours considérées comme celles pour lesquelles les électeurs s'investissent davantage, dans la moitié, un tout petit peu plus même de la moitié de ces 110 communes, le nombre de candidats était inférieur ou égal au nombre de postes à pourvoir. Personne ne sort ces statistiques. Et que maintenant, pour avoir des conseillers municipaux, dans des communes de 200, 300, 500 000 habitants, il faut devoir aller chercher. L'un de mes anciens suppléants, qui est le maire depuis des années de la commune des Blancs-Coteaux, ex-Vertu, ils ont fusionné à 4, pour la première fois depuis qu'il y a des élections municipales au suffrage universel, il n'y avait qu'une liste dans une commune de 3700 habitants. Il en était malade. Il y a quand même eu 40%, 40-45% des électeurs qui sont venus voter. Il en était baba. Ce qu'il craignait, c'est qu'il disait à quoi ça sert de venir voter? Puisque de toute façon, il n'y a pas d'alternative. Donc, on va se... Alors, quelles sont les causes profondes? Je pense que la première cause profonde qu'on évoque très peu, c'est qu'on a aperçu que les taux de croissance à long terme de la France, grosso modo, c'est 1% par an. Mais vous avez 0,4, 0,5, 0,6% d'augmentation de la population. Croissance naturelle et immigration nette.
plutôt 0,5, 0,6, là on est en train de baisser, puisque la croissance naturelle, on retrouvait la situation des années 20. C'est-à-dire bientôt, le nombre de naissances sera inférieur au nombre de berceaux. Et donc, qu'est-ce qui reste? Il reste 0,4, 0,5 points de croissance du pouvoir d'achat. Et c'est totalement imperceptible. Donc, comme disait l'un des leaders historiques de FO, il n'y a plus de grain à moudre. On n'est plus dans la situation où on croissait de 4 à 5% par an. Il y avait du blé à moudre, comme on disait, on peut discuter, que c'est vrai, vous voyez. La situation, elle n'est plus du tout celle-là. Deuxième raison, l'effondrement des grandes idéologies. Bien entendu, le communisme, quoi qu'on pense du Parti communiste, je discutais avec des gens que j'aime bien, Bruxelles, on discute souvent ensemble, ils sont conscients que c'est la fin, quoi. C'est la fin. Voilà. Il reste encore quelques petites entités, mais c'est pas simplement l'effondrement. Le libéralisme qui a dominé quelques décennies, on voit qu'il se divise entre les libertaires et les sociolibéraux, comme on les appelle. Et parfois, les libertaires gagnent. Les libertaires, le libertarisme, c'est très simple. C'est les gens qui pensent que moins il y a d'État, mieux on se porte. Et que l'accord conventionnel, le contrat, doit l'emporter sur la loi. Et qu'il faut mieux faire confiance aux citoyens, qui est une idée révolutionnaire d'une certaine façon. Vous voyez, l'actuel président argentin s'est dit là-dessus, en disant qu'ils sont tous nuls, les péronistes, les libéraux, le machin, regardez dans quel monde ils ont mis le pays. Votez pour moi. Moi, je vais réduire l'État, hein, et puis tout va aller mieux. Attendons la suite. Hein. Mais, vous voyez, les libertaires, les grandes structures qui encadraient le peuple français, les syndicats de salariés ou d'indépendants, les organismes consulaires, les églises, les associations sont beaucoup affaiblies. Moi, je fais beaucoup d'assemblées générales, on voit que les responsables vieillissent et qu'ils ont beaucoup de mal à trouver des successeurs. Or, qu'est-ce que c'est qu'une démocratie? Il suffit de relire la démocratie en Amérique. C'est des associations, c'est-à-dire que les citoyens s'organisent librement entre eux. C'est des collectivités territoriales, c'est des syndicats qui sont une forme d'association. Et c'est ça ce qui fait le tissu démocratique. Et puis, il y a une dernière raison, alors spécifique à la France, qui est l'extrême centralisation, qui s'est renforcée ces dernières années, en plus. Et on voit même l'actuel président, c'est la troisième fois qu'il promet une loi de décentralisation qu'on ne pourra jamais venir. Et on ne fait que centraliser. Et on voit bien que cette centralisation, elle va à l'inverse du moment que connaissent la plupart des démocraties, qui ont plutôt renforcé, d'une part, la décentralisation politique, c'est-à-dire la décentralisation en s'appuyant sur les collectivités territoriales, mais aussi la décentralisation sociale, c'est-à-dire dire les partenaires sociaux, c'est eux qui doivent définir les règles, ils doivent faire confiance, et que l'État n'intervienne qu'en substitut. Nous, c'est notre philosophie politique, au groupe Biot. Quand vous voyez le dernier accord, les partenaires sociaux, se mettre d'accord, pour prendre un exemple concret, dans le cas de Bénédicte, pour améliorer la situation de celle de grands excédents, bien disait 30 millions de dettes, 30 milliards de dettes, pardon, c'était 30 milliards de dettes. Bon, et le gouvernement dit ah non, je ne suis pas d'accord. Alors non, je ne suis pas d'accord avec l'accord des partenaires sociaux. Attendez, si vous voulez détruire une démocratie sociale, faites comme ça. Ouais, c'est compliqué. Et ils sont en train de faire la même chose avec l'article ARCO, qui étaient les deux secteurs dans lesquels les partenaires sociaux géraient une partie de la protection sociale, tout à fait minoritaire. Et c'est eux qui la géraient. Il y a un autre exemple dont personne ne parle parce que ça marche, qui est la démocratie sanitaire d'Alsace-Moselle. Ils ont un régime propre, et ils ont une caisse, et j'ai été le co-auteur de l'amendement qui leur a permis de fixer eux-mêmes le taux de leur cotisation. La République, elle s'est effondrée quand on a déposé l'amendement. On a tenu compte. Bon, la centralisation. Et puis, il y a eu la diffusion de vidéos sur laquelle les élus se battent pour accéder au pouvoir, pour en profiter personnellement, est dévastatrice.
même si c'est une minorité qui est là pour s'enrichir, en quantité, etc. C'est eux dont on parle. On n'a jamais vu la une d'un journal disant telle femme politique, elle est vertueuse. Puisque la démocratie, elle suppose la vertu. Si vous ne croyez pas à la vertu, vous ne croyez pas à la démocratie. Les régimes autoritaires, ils sont fondés sur le sentiment de la peur. La peur, voilà. Et la démocratie, elle est fondée sur la vertu. À partir du moment où les dirigeants sont plus vertueux, ils vont détruire la démocratie. Alors, les solutions, je vais vous redonner une petite... bon, les grandes réformes, si on partage toute une partie de cette analyse de la situation, c'est décentraliser politiquement et socialement le pays. De dire aux partenaires sociaux, vous avez tel espace de liberté, en droit du travail, en protection sociale, etc. Et c'est vous qui le gérez. Nous, on est là pour intervenir dans l'État que quand ça ne va plus. Voilà. Et c'est vous qui le gérez. Et la décentralisation politique, c'est la plus connue, hein, c'est de transférer des pans entiers. Alors lesquels? D'aller au bout de la décentralisation, par exemple, de la formation. On a confié la formation aux régions, mais on a continué à en garder une bonne partie. La santé, pourquoi on ne décentralise pas la santé? Le Parlement, simplement, définissant des enveloppes, et on les régionalise, et on confie aux régions ces enveloppes. En disant, vous allez faire un choix de santé publique, qui ne sera pas forcément le même en Occitanie, dans le Grand Est, etc. La deuxième chose, donc, c'est décentraliser donc, le pays socialement parlant. Troisième, réformer les institutions. Là, il faut qu'on choisisse. On ne peut pas rester dans ce merdier de la Ve République, qui n'est ni un régime présidentiel, qui n'est plus un régime parlementaire. C'est un régime parlementaire quand il n'y a pas de majorité, c'est-à-dire là, on est en régime parlementaire. Il n'y a pas de majorité, voilà. Il y a un moment, il faut mettre fin à cela. L'hyper-présidentialisation, qui est ça, c'est pas la démocratie. Alors, comme les Français veulent garder le droit d'élire leur président, bon, quand vous interrogez les Français, ils disent tout à l'heure, on veut le garder. À ce moment-là, parce que, heureusement, un régime à ce moment-là, présidentiel américain, le président ne peut pas dissoudre, et au moins une dose de proportionnel, pour éviter des dérapages et que les minorités s'emparent du pouvoir, alors qu'ils sont tout à fait minoritaires dans le pays. Et puis, redresser les finances publiques, au fond, on parlait, hein, en redressant, en redonnant aux collectivités territoriales un lien entre le citoyen contribuable et le citoyen électeur qu'on a détruit. On est en train de détruire la démocratie locale. Ça fait 30 ans que je le dis, vous voyez, et maintenant, je dis Bercy a gagné. Et puis un dernier petit... mais j'ai fini de renforcer la transparence des patrimoines, des revenus, hein, tout le problème des conflits d'intérêts, et en aggravant les sanctions à l'égard de ceux qui ont fauté pour crédibiliser le thème de la vertu en politique, fondement de la démocratie. Excusez-moi d'avoir été un peu trop long.